On continue. Marker insiste par des cadrages serrés sur la proximité physique des expérimentateurs penchés sur le patient, filmés en contre-plongée, le visage à demi éclairé et rendu inquiétant par le jeu d'ombre, et aussi par les appareillages optiques insolites et agressifs qu'ils arborent, en fait des lunettes équipées d'objectifs photographiques, rappel bien sûr de la dimension photographique du film. Ce portrait est complété par le caractère meurtrier des savants, qui n'hésitent pas à liquider leur cobaye après avoir exploité ses capacités de susciter des images mentales fortes, qui vont lui permettre de s'intégrer dans certaines zones du temps et de trouver de l'aide auprès des hommes du futur. La scène finale révèle, à la place du visage de femme espérée, la silhouette d'un de ces tortionnaires qu'il a suivi depuis l'abri souterrain pour l'exécuter à l'aide d'une arme étrange, à peine visible, dissimulée dans ses deux mains, jointes horizontalement et non verticalement, comme pour une prière. La perception des savants et de la science est très différente chez René. Bon, vous l'avez vu, je n'insiste pas. Le contexte est évidemment tout autre. Les seules allusions à la guerre dans le film sont discrètes. Le passé de résistant de Claude Rieder, incapable de se servir d'une mitraillette, manière dont il justifie aussi un suicide raté. Il est intéressant de rappeler que Rieder, joué par Bernard Fresson, figurait dans un sketch réalisé par René du film collectif Loin du Vietnam, où il interprétait un intellectuel pétri de contradictions, refusant de s'engager. Les savants du centre de Crespel, que vous avez vu brièvement, sont des hommes normaux, raisonnables, a priori soucieux de préserver la vie de leurs patients et qui lui fournissent toutes les explications nécessaires. René refuse lui aussi l'image du savant fou. Pourtant, l'attitude des savants qui parfois s'expriment dans une langue étrangère, le flamand, volontairement non traduite, suscite une certaine étrangeté. Ce qui effraie bien sûr, c'est l'assurance initiale des chercheurs qui affirment de pouvoir se tromper alors que la machine dérape presque au début de l'expérience, image d'une science donc peu fiable. Le responsable affirme ainsi que s'il était une souris, le personnage aurait 100% de chances de s'en sortir, et on apprendra plus tard que plusieurs souris ont explosé, si on peut dire, et que lui-même pourrait exploser. Dernier point, si j'ai 5 minutes. Dans La Jetée, le temps est souvent perçu, défini comme une succession de vagues qui arrachent le personnage à sa condition présente pour le précipiter dans le passé ou dans l'avenir. Selon Jean-Louis Schaeffer, qui consacre un essai au film, je cite, « L'hypothèse qui tient l'organisation du film règle avec une sorte d'emphase la distance du narrateur, la pudeur du romancier, des problèmes métaphysiques qui sont rapidement développés comme un argument de science-fiction, de façon à présenter avec l'extériorité d'un syllogisme implacable les paradoxes du temps vécu. » La question de la spiritualité, puisque c'était l'objet du colloque aussi, sinon de la religion, n'est pas absente, au moins sous forme de traces, de vestiges. Les ruines de la cathédrale éventrée, le sol couvert de décombres, les statues dans les couloirs sombres du sous-sol du palais de Chaillot, dont l'une où il est indiqué « tête d'apôtre », plan vu à 2 reprises. Le film, par contre, suggère plutôt l'absence de Dieu, l'impossibilité d'un sauveur. Mais on voit, à la faveur d'un plan, une inscription à la craie sur un tableau noir. « Dieu est la création de l'univers », note peut-être ironique. La spiritualité est surtout réintroduite par le biais de la partition musicale extradégétique, les chants religieux orthodoxes qui interviennent à 3 reprises dans le générique sur les plans de la destruction de Paris et dans la dernière séquence. La musique amplifie la tonalité dramatique, sinon tragique, et entre en résonance avec des images centrées sur la notion de destruction et de mort. Et, bon, bien sûr, le commentaire en voix off complète aussi. Enfin, une certaine forme de transcendance s'exprime à travers l'image de l'humanité future qui a survécu à la catastrophe. Ces hommes et femmes que le voyageur parvient à contacter pour leur transmettre un message sont présentés comme des êtres supérieurs vivant dans un monde transformé et pacifié. La pastille ronde ou d'autres objets ronds qu'ils portent sur le front évoquent les signes arborés dans certaines religions comme l'hindouisme, mais elle renvoie aussi à l'utilisation de ce genre de signes dans les récits de science-fiction au cinéma et en bande dessinée, tout comme le personnage arbore d'ailleurs un t-shirt avec un dessin de super-héros. Ce rapport avec la bande dessinée, notamment la bande dessinée classique des années 50, 40 et 50, est un point commun, est un trait commun entre Marker et René. Elle suggère une forme de sagesse spirituelle qui va de pair avec un savoir rationnel et un contrôle. Les hommes du futur maîtrisent la technologie et les sources d'énergie. Ils voyagent facilement dans le temps, comme les entités Lovecraftiennes de The Shadow of Time, et peuvent donc aider les hommes du passé, le présent du voyageur, en leur fournissant des vivres et une centrale d'énergie. Les hommes du futur proposent de manière inattendue aux voyageurs de l'accepter parmi eux, ce qu'ils refusent, préférant revivre le passé heureux de l'avant-guerre et aussi rejoindre la femme qu'il aime. C'est ainsi qu'il se retrouve au bout de la jetée juste avant la guerre et revit la totalité de la scène qui se conclut sur sa propre mort. C'est la révélation finale de l'image traumatique restée incomplète. La scène de la jetée qui fait office de prologue et d'épilogue
reprise et déplacée, s'incarne en une double vision de la même scène dont on peut mesurer les multiples écarts. Le personnage réalise, comme l'affirme la voix narrative, qu'il ne peut échapper au temps et à son destin déjà inscrit. La scène diffère de la scène initiale à divers titres. Elle est beaucoup plus détaillée, moins elliptique. Filmée au niveau du sol, la caméra accompagne le personnage dans sa marche puis sa course vers la jeune femme qu'il a reconnue au bout de la jetée. L'enchaînement des plans s'accélère, puis un plan de coupe nous révèle l'homme qui l'a suivi depuis le camp pour le liquider, détail crucial resté hors champ lors de la première séquence. La chute mortelle du voyageur est filmée en 3 plans, et non un seul, avec des effets de cadrage en travelling arrière. Le dernier plan du film montrant le cadavre du voyageur étendu face au sol, la femme en silhouette au fond du cadre. À aucun moment on ne voit l'enfant du début, c'est lui qui est maintenant hors champ, mais que le spectateur peut imaginer. Dans Je t'aime, le rapport au temps et à la mémoire se pose autrement. Contrairement au héros de La Jetée qui s'introduit dans un passé existant par une faille du temps et vit des expériences physiques, Claude Rider semble revivre son passé en spectateur. Il rencontre un passé déjà vécu auquel rien n'est ajouté, si ce n'est le moment de l'expulsion finale de la sphère, ou encore la présence insolite d'une souris blanche sur la plage à 3 reprises. Pourtant, le statut de réalité reste ambigu, puisque son corps disparaît bien de la sphère, comme vous l'avez vu, pour réapparaître ponctuellement, parfois à demi enfoui dans la matière un peu spongieuse de la couche sur laquelle il repose. Surtout, les images qui devraient être réalistes ne le sont pas toujours. Elles semblent colorées par la subjectivité présente du personnage, voire ses phobies et fantasmes, aspects que l'on retrouvera dans le monde imaginaire construit par l'écrivain Clive Langham dans Providence. Selon Resneff, les retours en arrière ne sont pas des flashbacks, mais des instantanés au présent. La musique de Penderecki, très lente, voire lancinante à base de chœur, là aussi, comme chez Marker, relève de la musique sacrée ou cosmique et crée une distance insolite. René parle d'inquiétude avec l'histoire profane, avec l'histoire profane qui nous est racontée. La musique n'est pas illustrative, mais crée une étrangeté qui annonce la mort et la disparition et donne au récit une couleur intemporelle, sinon spirituelle, comme chez Marker. C'est une musique qui ressemble au chant grégorien, mais aussi au chant des sirènes. Et on se souvient peut-être que René a réalisé un film de commande qui s'intitule Le chant du styrène.